Ceci n'est pas seulement une histoire de vengeance. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsqu'une décision prise en une fraction de seconde par un agent d'escale, alimenté par des préjugés, se heurte à un homme qui refuse d'être une victime. Un homme qui, après avoir été publiquement humilié et s'être vu refuser son vol, a passé un seul coup de fil qui a tout changé. Au moment où la compagnie aérienne qui l'avait rejeté atterrissait enfin près d'un village dans la vallée de la Loire, ses passagers furent stupéfaits de voir l'homme qu'ils avaient laissé derrière eux déjà installé, en train de conclure la plus grosse affaire de sa vie. Voici l'histoire vraie de la façon dont un homme a transformé sa pire journée de voyage en son plus grand triomphe, et comment le karma finit toujours par nous rattraper. L'air du terminal 2 de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle était saturé de cette symphonie habituelle du chaos, le roulement frénétique des valises, les annonces lointaines et brouillées des derniers appels, et le bourdonnement sourd d'un millier de conversations fusionnant en une seule. Pour le docteur Stéphane Moreau, ce n'était qu'un bruit de fond. Il se déplaçait dans la foule avec l'efficacité rodée d'un homme ayant passé un tiers de sa vie en transit. À 42 ans, Stéphane était le fondateur et PDG d'Oragen Innovation, une entreprise de biotechnologie sur le point de révolutionner la thérapie génique. Il était grand, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, mais son attitude restait calme et modeste. Aujourd'hui, il volait de Paris vers la vallée de la Loire pour la réunion la plus importante de sa carrière. Son vol était le Global Airways 715, départ prévu à 9 h. L'embarquement devait commencer dans 20 minutes. Il serrait une mallette en cuir dans une main, et dans l'autre, il tenait un petit déjeuner sur le pouce. Dans cette mallette se trouvaient les données et les projections pour un partenariat avec Omnicorp, un accord qui assurerait l'avenir d'Oragen pour la décennie à venir et accélérerait la mise sur le marché de leurs traitements vitaux. Il était concentré, répétant mentalement sa présentation, lorsqu'un homme fonçant dans la direction opposée, les yeux rivés sur son téléphone, le percuta violemment. Le contenu de ses mains, un croissant friable et un café brûlant, explosa sur le devant de la chemise blanche immaculée de Stéphane. « Et, faites attention !» grogna l'homme, s'arrêtant à peine avant de repartir. Stéphane soupira, sentant le liquide chaud s'infiltrer à travers le tissu et les miettes de croissant collées au revers de sa veste. Il n'avait pas le temps de s'énerver. Il attrapa une poignée de serviettes dans une boulangerie voisine et commença à tamponner la tache, une éclaboussure brune et disgracieuse sur sa poitrine. Ce n'était pas professionnel, mais cela devrait faire l'affaire. Il vérifia sa montre. L'embarquement allait commencer d'une minute à l'autre. Il se dirigea vers la porte B23, accompagné par la faible odeur amère du café, devenue son eau de Cologne indésirable. La zone d'embarquement était un maelstrom de voyageurs anxieux. Au podium se tenaient 2 agents d'escale. L'un était un jeune homme tapotant nerveusement sur un ordinateur. L'autre était une femme approchant la soixantaine, avec une coupe de cheveux sévère et un badge indiquant « Sandrine ». Elle commandait son petit domaine avec l'autorité lasse de quelqu'un qui avait tout vu et que plus rien n'impressionnait. Ses yeux, perçants et critiques, scannaient la foule qui s'assemblait. Stéphane prit place dans la file d'embarquement prioritaire, son billet de première classe étant un maigre réconfort. Il sentit le regard de Sandrine glisser sur lui, s'attardant un instant de plus que nécessaire. Il vit ses yeux descendre vers la tache de café et ses lèvres se serrer en une fine ligne désapprobatrice. Il l'ignora, se concentrant plutôt sur son téléphone, affichant le dernier email de son directeur financier. Nous sommes maintenant prêts à commencer l'embarquement du vol Global Airways 715 à destination de la vallée de la Loire, annonça Sandrine, sa voix fluette et dénuée de chaleur. Elle appela les passagers handicapés et les familles avec enfants en bas âge, sur un ton suggérant qu'il constituait un désagrément personnel. Puis elle appela la première classe. Stéphane s'avança, présentant son téléphone avec la carte d'embarquement affichée. Sandrine la scanna, mais ses yeux n'étaient pas sur l'écran. Ils étaient sur lui. « Monsieur, dit-elle, sa voix basse et accusatrice. Avez-vous bu ce matin ?» Stéphane cligna des yeux, interloqué. Pardon ? J'ai demandé si vous aviez bu, répéta-t-elle plus fort cette fois, amenant quelques personnes derrière lui à s'agiter et à tendre le cou. Je peux le sentir d'ici. Stéphane fut stupéfait, réduit à un bref silence. Il sentait le café, résultat d'un étranger maladroit. Non, je n'ai pas bu. Un homme vient de renverser son petit déjeuner, un croissant et un café, sur moi. Il désigna la grande tache brune. Sandrine renifla théâtralement, son nez se plissant de dégoût. Ça sent le cafégnol pour moi. C'est fort.
Un murmure parcourut la file d'attente. Stéphane sentit une bouffée chaude de colère et d'embarras monter à son cou. Il était PDG, un scientifique avec un doctorat, sur le point de conclure un accord d'1 milliard d'euros, et il était accusé d'être ivre à 8h45 du matin. Il garda sa voix égale, refusant de lui donner la réaction qu'elle semblait chercher. « Madame, je peux vous assurer que c'est juste du café. Je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je suis en route pour une réunion d'affaires très importante. » « Tout le monde a une réunion importante, rétorqua Sandrine, sa voix dégoulinante de cynisme. Elle tapa quelques touches sur son terminal. Un son final et définitif retentit. « Je ne suis pas à l'aise à l'idée que vous montiez à bord de cet appareil dans votre état actuel. Vous semblez agité et vous sentez l'alcool. C'est un risque pour la sécurité. » Stéphane la dévisagea, abasourdi. Cela devait être une blague, un malentendu grotesque. Mon état actuel? Je suis parfaitement calme. C'est vous qui portez des accusations sans fondement. Il regarda au-delà d'elle vers le plus jeune agent qui évitait soigneusement tout contact visuel, faisant semblant d'être absorbé par son écran. « Monsieur, vous faites un scandale, » dit Sandrine, sa voix montant en volume. Maintenant, tout le monde regardait. Un homme dans la file principale sortit son téléphone et commença à filmer discrètement. Stéphane le vit du coin de l'œil. « C'est vous qui créez ce scandale, » répondit Stéphane, sa voix toujours mesurée mais maintenant teintée d'acier. « Je suis un passager payant en première classe. Scannez mon billet et laissez-moi monter dans l'avion. »« Je ne le ferai pas, » dit-elle en croisant les bras. « L'embarquement vous est refusé. Veuillez sortir de la file. » Le monde sembla ralentir. Le bourdonnement de l'aéroport s'estompa en un grondement sourd dans ses oreilles. Embarquement refusé. Les mots étaient absurdes. La réunion avec Omnicorp était à 14h. Ce vol G715 était le dernier qui lui permettrait d'arriver avec une marge de temps suffisante. Le manquer n'était pas une option. Ce serait un échec catastrophique, un signe de manque de professionnalisme qu'Omnicorp ne pardonnerait jamais. L'accord, et peut-être son entreprise, était en jeu. Il avait été profilé. Il le savait avec une certitude écœurante. Le costume coûteux, la posture confiante, sa présence même en tant qu'homme noir accompli dans la file de première classe, tout cela s'était combiné dans l'esprit de Sandrine pour créer une caricature qu'elle ne pouvait accepter. La tache de café n'était que le prétexte, l'accroche fragile à laquelle elle pouvait suspendre ses préjugés. Il ressentit une colère lasse et familière, mais il la refoula. La panique était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. La logique et la raison étaient ses seules armes. « Je voudrais parler à votre superviseur, » dit Stéphane, sa voix froide et précise. Sandrine sourit d'un sourire mince et triomphant. « Bien sûr, il vous dira la même chose. » Elle décrocha un téléphone, ne rompant jamais le contact visuel avec Stéphane, et parla dedans. « Nicolas, j'ai une situation en porte B23, un passager belligérant. Je refuse l'embarquement. » Le mot « belligérant » fut un coup de poing dans le ventre. Il n'avait été rien d'autre que poli. L'homme qui filmait inclina subtilement son téléphone pour obtenir un meilleur angle. Stéphane tint bon, une statue d'indignation au milieu du fleuve de passagers qui était maintenant redirigé autour de lui, lui jetant des regards curieux et apitoyés. Il n'était plus le docteur Stéphane Moreau, PDG. Il était juste une obstruction, un problème à gérer. Et pendant qu'il attendait, les minutes s'égrenant semblaient des heures, chacune l'éloignant davantage de la vallée de la Loire et le rapprochant du désastre. Le superviseur, un homme à l'air harassé nommé Nicolas, arriva 5 minutes plus tard. Il avait l'air épuisé d'un cadre intermédiaire éteignant perpétuellement des incendies, et son costume bon marché était froissé. Il écouta le récit de Sandrine avec une expression neutre et rodée, bien que Stéphane nota qu'il ne croisa pas une seule fois son regard directement. Et puis il devint agressif. Nicolas écoutait Sandrine embellir l'histoire à chaque mot, à élever la voix, à insister, causant une perturbation pour les autres passagers. Je sens l'alcool dans son haleine et franchement, je ne pense pas qu'il soit sûr pour l'équipage ou les autres passagers qu'il vole. Nicolas tourna enfin son regard vers Stéphane, ses yeux fatigués et déjà décidés. Monsieur, je comprends que vous soyez contrarié. Je ne suis pas contrarié, l'interrompit Stéphane, sa voix dangereusement calme. Je fais l'objet d'une accusation fausse et discriminatoire. Votre employé ment.
On m'a bousculé, on a renversé un croissant et un café sur moi, et elle a inventé tout ce récit. J'exige un éthylotest tout de suite. Prouvez-le. Cela sembla déstabiliser momentanément Nicolas. Un éthylotest était un outil concret, une chose de science et de données, et cela n'avait pas sa place dans leur monde de jugement subjectif. Sandrine ricana. Nous n'avons pas d'éthylotest à la porte, et nous n'en avons pas besoin. Le personnel de la compagnie est formé pour porter ses jugements basés sur les directives de la sécurité aérienne. C'est mon droit en tant qu'agent d'escale de refuser l'embarquement à quiconque je juge à risque. Elle le dit comme un mantra, un bouclier de politique d'entreprise derrière lequel elle pouvait se cacher. Donc votre jugement l'emporte sur les preuves empiriques ? Demanda Stéphane, son incrédulité grandissant. C'est absurde. Regardez-moi. Ai-je l'air ivre ? Je parle clairement. Je me tiens parfaitement immobile. Je suis en route pour une réunion qui vaut plus que tout cet avion. La dernière partie lui échappa, un éclair de frustration. Il le regretta instantanément en voyant le visage de Nicolas se durcir. Pour lui, ce n'était pas un énoncé de fait. C'était une vantardise, un défi arrogant à son autorité. « Monsieur, il n'est pas nécessaire de menacer ou d'exagérer, » dit froidement Nicolas. Sandrine est l'une de nos agents les plus expérimentés. Je dois faire confiance à son évaluation de la situation. Vous faisiez un scandale. C'est elle qui a créé le scandale, insista Stéphane, ayant l'impression d'être dans un roman de Kafka. Je suis la victime ici. D'abord de l'homme qui m'a foncé dedans et maintenant des préjugés de votre employé. En arrière-plan, le dernier appel pour l'embarquement du G715 résonna dans le terminal. La porte de la passerelle était sur le point de se fermer. Une panique froide et aiguë commença à piquer le sang-froid de Stéphane. Parmi les derniers passagers à embarquer se trouvait un homme approchant les 70 ans, au trait fin et dégageant une aura de puissance tranquille. Il portait un blazer simple mais exquisément coupé. C'était Jean-Pierre Chêne, le membre principal du conseil d'administration d'Omnicorp, l'homme même que Stéphane allait rencontrer. Leurs équipes s'étaient arrangées pour qu'ils soient sur le même vol, une coïncidence à utiliser pour une brève discussion informelle avant la réunion officielle. Jean-Pierre s'arrêta, ses yeux s'écarquillant légèrement en voyant Stéphane bloqué dans un bras de fer avec les agents d'escale. Il commença à s'approcher. « Stéphane, y a-t-il un problème ?» Avant que Stéphane ne puisse répondre, Sandrine s'avança, bloquant physiquement le passage de Jean-Pierre. « Monsieur, nous finissons l'embarquement. Veuillez monter dans l'avion. » « Mais c'est le docteur Moreau, » dit Jean-Pierre, le front plissé par la confusion. « Nous avons une réunion dans la vallée de la Loire. Il est avec moi. » C'était ça, pensa Stéphane. Une bouée de sauvetage. Le témoignage d'un homme d'affaires âgé et respecté trancherait sûrement à travers cette absurdité. Sandrine, cependant, resta impassible. Au contraire, sa résolution se durcit. Ce n'était plus seulement une question de menace perçue. C'était son autorité qui était remise en question. « Je suis désolé, monsieur, mais votre associé n'est pas en état de voler aujourd'hui. Veuillez monter à bord maintenant, ou vous risquez de manquer votre vol également. » Jean-Pierre Chêne regarda du visage implacable de Sandrine à l'air de stupéfaction incrédule de Stéphane. C'était un homme qui comprenait les dynamiques de pouvoir, et il pouvait voir que c'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner ici, pas sans causer un incident plus grand qui retarderait tout le monde. Il lança à Stéphane un regard mêlé d'excuses et de perplexité. « Je vous appelle quand on atterrit », moutonna-t-il avant d'être conduit vers la passerelle par le jeune agent. La porte se referma avec un bruit sourd et final. Les moteurs de l'Airbus commencèrent à gémir, montant en puissance pour le départ. C'était fini. L'avion partait et il n'était pas dedans. « Maintenant, » dit Nicolas, son ton changeant maintenant que la pression du départ était retombée. « Nous pouvons vous replacer sur un vol plus tardif. Il y en a un à 16 heures. » Un vol à 16 heures qui atterrit à 17h30, des heures après le début prévu de ma réunion, dit Stéphane, les mots ayant un goût de cendre. Ce n'est pas une solution. C'est une insulte. C'est le mieux que nous puissions faire, dit Nicolas avec un haussement d'épaule, le geste universel de l'impuissance bureaucratique. Soit ça, soit un remboursement complet. Stéphane regarda Sandrine, qui organisait maintenant avec arrogance des papiers sur son podium, refusant de le regarder, l'image de la victoire suffisante.
Il regarda Nicolas, l'incarnation de l'indifférence corporative. Il avait joué selon leurs règles. Il était resté calme. Il avait essayé de raisonner et il avait heurté un mur solide et inflexible de préjugés et de politique interne, chacun renforçant l'autre. Le système n'était pas conçu pour trouver la vérité. Il était conçu pour se protéger lui-même. Un sentiment profond de fureur froide l'envahit, mais c'était une fureur contrôlée. La partie de son cerveau qui résolvait des problèmes biochimiques complexes et naviguait dans des rachats d'entreprises impitoyables prit le relais. Le jeu avec Global Airways était terminé. Il avait perdu. Il était temps de changer complètement de jeu. Il tourna le dos aux deux agents sans un autre mot. Ce silence était plus accablant que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu proférer. Il s'éloigna de la porte, passant devant les regards curieux des autres voyageurs. Il sortit son téléphone, ses doigts bougeant déjà. Il ne cherchait pas d'autres vols commerciaux. Il n'appelait pas ses avocats, pas encore. Il appelait son assistante de direction, Chloé. Elle répondit à la première sonnerie. « Docteur Moreau, êtes-vous à bord ? Je suivais juste le vol. » « Non, Chloé, on m'a refusé l'embarquement, dit-il, la voix dure comme du diamant. »« Quoi ? Sur quel motif ? » « Peu importe pour l'instant, » dit Stéphane, accélérant le pas vers la sortie. « Ce qui est important, c'est que je dois toujours être dans la vallée de la Loire pour 14 heures. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi et ça doit aller vite. Trouve-moi un jet. » Il y eut une pause d'une demi-seconde à l'autre bout de la ligne. Un jet privé, monsieur ? Oui, Chloé. Un jet privé, dit Stéphane, une nouvelle énergie dangereuse le traversant. Appelle NetJet, oui j'ai, peu importe qui a un avion disponible au Bourget tout de suite. Je veux un Gulfstream, un Falcon, n'importe quoi qui puisse m'amener à l'aérodrome le plus proche de Tours ou Angers le plus vite possible. Dis-leur que l'argent n'est pas un problème. J'y serai dans 30 minutes. Il n'était plus une victime suppliant pour un siège. Il était un PDG donnant un ordre. Global Airways avait essayé de le clouer au sol. Il allait leur montrer à quelle altitude il pouvait voler. Le trajet de CDG à l'aéroport du Bourget fut un flou de mouvement et d'efficacité furieuse. L'esprit de Stéphane, une machine finement réglée, était déjà passé de l'humiliation à la porte à la résolution purement logistique. Pendant que le chauffeur Uber naviguait dans le trafic dense de l'autoroute A1, Stéphane était en conférence téléphonique avec son assistante Chloé et le directeur des opérations de son entreprise. L'accord Omnicorp est primordial, déclara Stéphane, sa voix un bourdonnement bas et urgent. Informez leur vice-présidente senior que j'ai été inévitablement retardé par un problème logistique aérien, mais je serai à la réunion comme prévu. Ne donnez pas de détails. Projetez juste une confiance absolue. Compris, répondit le directeur. Et pour Jean-Pierre Chêne ? Il est sur le vol. Il sait ce qui s'est passé. Ou du moins il en a vu une partie. Quand il atterrira, il sera soit un allié, soit un sceptique. Notre performance à cette réunion décidera de la suite, raisonna Stéphane. Chloé, quel est le statut du jet ? NetJet a un Cessna Citation X disponible au terminal d'aviation d'affaires du Bourget. La voix de Chloé était une présence nette et rassurante. C'est l'un des jets privés les plus rapides du marché. Il dépose le plan de vol maintenant. Les pilotes sont en attente. Atterrissage prévu à l'aérodrome près du village, qui est plus proche de la grande maison de campagne d'Omnicorp que l'aéroport principal, dans environ 1 heure après le décollage. J'ai déjà transmis vos détails et réglé les frais d'affrètement depuis le compte exécutif. Excellent. Ayez une voiture qui m'attend à l'atterrissage. Et Chloé, trouve le nom de l'agent d'escale à CDG porte B23 pour le vol Global Airways 715. Je suis déjà dessus, monsieur, répondit-elle. Au moment où la voiture de Stéphane s'arrêta au terminal d'aviation privée, le monde s'était transformé. Disparus les files d'attente serpentines, les annonces braillardes, les sols collants et la tension palpable du voyage commercial. Ici, l'air était calme. Un concierge l'accueillit par son nom à la porte, prenant sa mallette. Le salon ressemblait plus au hall d'un hôtel 5 étoiles, sol en marbre poli, fauteuil en cuir moelleux et rafraîchissement offert sur une table en acajou. « Docteur Moreau, votre appareil est prêt pour vous dès que vous l'êtes », dit le concierge avec un sourire poli. Les pilotes effectuent leur dernière vérification.
À travers les baies vitrées, Stéphane le vit. Le Citation X était posé, élégant et prêt sur le tarmac, ses deux moteurs brillant sous le soleil matinal. C'était une flèche argentée, un symbole non pas de luxe, mais de pouvoir. Le pouvoir de contourner les murs bureaucratiques qui avaient été dressés devant lui. Le pouvoir de récupérer son temps, sa dignité et son destin. Le coût était astronomique. Des dizaines de milliers d'euros pour un vol aller simple. Pour certains, ce serait une extravagance impensable. Pour Stéphane, c'était une dépense professionnelle nécessaire, un investissement pour sauver une opportunité d'1 milliard. Il marcha sur le tarmac, l'odeur du kérosène vive et propre dans l'air. Les deux pilotes, un homme et une femme en uniformes impeccables, l'accueillirent au bas de l'escalier. Il n'y avait pas de fil, pas de contrôle de sécurité où il devait enlever ses chaussures, pas d'agent d'escale remettant en question sa sobriété. Il n'y avait qu'un respectueux « Bienvenue à bord, Dr Moreau ». Il entra. La cabine était un cocon de cuir crème et de bois poli. Il s'installa dans un fauteuil large et confortable, la chemise tachée de café et de miettes de croissant semblant soudainement ridicule dans ce cadre opulent. Il enleva sa veste de costume, desserra sa cravate et accepta une bouteille d'eau pétillante du copilote. Moins de 10 minutes après son arrivée au Bourget, la porte de la cabine était scellée, les moteurs montaient en puissance avec un rugissement puissant, et le jet roulait vers la piste. Il sentit une poussée d'accélération qui le plaqua contre son siège, bien plus forte que n'importe quel avion de ligne commerciale. Ils étaient dans les airs, grimpant en flèche dans le ciel, laissant le chaos tentaculaire de Paris derrière eux. Alors que le jet se stabilisait, loin au-dessus des couloirs aériens commerciaux, Stéphane s'autorisa enfin un moment pour respirer. La fureur était toujours là, une braise chaude dans sa poitrine, mais elle était canalisée vers une concentration pure et absolue. Il ouvrit sa mallette. Le Wi-Fi était rapide et fiable. Il connecta son ordinateur portable et afficha sa présentation. Il n'allait pas seulement assister à cette réunion. Il allait la dominer. Il serait si préparé, si parfait, que l'incident du matin deviendrait une simple note de bas de page, une anecdote bizarre de voyage d'affaires. Il passa l'heure suivante à peaufiner son argumentaire, vérifiant les modèles financiers et répétant ses points clés. Il était alimenté par l'adrénaline et une indignation vertueuse qui aiguisaient son intellect comme une lame de rasoir. Pendant ce temps, bien en dessous de lui, le vol Global Airways 715 rencontrait ses propres problèmes. À bord du G715, Jean-Pierre Chêne était assis au siège 2A, sirotant un Perrier avec un sentiment croissant de malaise. La scène à la porte avait été profondément troublante. Il connaissait Stéphane Moreau de réputation depuis des années, un innovateur brillant et pragmatique. L'idée qu'il soit ivre ou belligérant était risible. Ce dont il avait été témoin semblait faux. C'était un abus de pouvoir silencieux et laid, et cela lui avait laissé un goût amer dans la bouche. C'était un homme d'affaires avisé qui s'enorgueillissait de savoir lire les gens, et l'agent d'escale, Sandrine, lui avait fait l'effet d'une femme qui aimait un peu trop son autorité. Il jeta un coup d'œil autour de la cabine de première classe. Les autres passagers s'installaient, mais il y avait un bourdonnement de conversation. L'homme qui avait filmé à la porte était 2 rangées derrière lui et montrait la vidéo à son voisin, leurs têtes penchées ensemble dans une conspiration chuchotée. L'histoire prenait déjà racine. Une demi-heure après le début du vol, la voix du commandant de bord retentit dans l'interphone, grésillant d'une gaieté forcée. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous rencontrons des vents contraires inattendus qui vont nous ralentir un peu. De plus, le contrôle aérien signale une certaine congestion au-dessus du massif central. Il nous place donc sur une trajectoire de vol légèrement modifiée et plus longue. Nous estimons maintenant notre arrivée avec environ 45 minutes de retard. Nous nous excusons pour ce désagrément. » Un grognement collectif traversa la cabine. Pour Jean-Pierre Chêne, un retard de 45 minutes était plus qu'un inconvénient. Cela poussait leur heure d'arrivée dangereusement près de la réunion de 14 heures. Il devrait aller directement de l'aéroport à la grande maison de campagne d'Omnicorp. Il n'y aurait pas de temps pour se rafraîchir, pas de temps pour un appel préparatoire avec sa propre équipe. C'était bâclé, et il détestait le travail bâclé. Ses pensées revinrent à Stéphane. S'il n'était pas sur ce vol, comment pourrait-il possiblement être à la réunion? Il ressentit une pointe de déception. Il avait été un champion de l'accord oragène au sein d'Omnicorp, impressionné par la vision et la technologie de Stéphane. Mais ne pas se présenter à une réunion cruciale, quelle qu'en soit la raison,
serait un mauvais point. Cela signalerait une incapacité à surmonter les obstacles, un trait pour lequel il n'avait aucune patience. 1 heure plus tard, les choses empirèrent. Le signal de ceinture de sécurité retentit et l'avion entama une série de virages doux mais perceptibles. Le capitaine revint sur la ligne, sa voix maintenant dépouillée de sa bonhomie antérieure. Encore toutes nos excuses. Nous avons été alertés d'un problème de maintenance mineur avec l'un des capteurs hydrauliques. Ce n'est pas un problème de sécurité de vol, mais selon nos protocoles, nous sommes tenus de nous dérouter vers l'aéroport approprié le plus proche pour une vérification technique. Nous allons atterrir à l'aéroport de Limoges-Bellegarde dans environ 20 minutes. La cabine éclata en un chœur de soupirs frustrés et de murmures colériques. Un déroutement. Maintenant, ils auraient des heures de retard. La réunion de 14 heures était pour Jean-Pierre Chesne officiellement impossible. Il se renversa dans son siège et ferma les yeux. L'accord oragé était mort. Quel gâchis! La compagnie aérienne avait non seulement refusé injustement l'embarquement à son meilleur client, mais elle avait aussi échoué à livrer les autres à leur destination à l'heure. L'ironie était amère. Au-dessus de la météo et du trafic aérien, le vol de Stéphane Moreau était une étude en sérénité et efficacité. Il n'y avait pas de vent contraire préoccupant, pas de déroutement. Le Citation X fendait l'air fin et froid de la stratosphère comme un scalpel. Il avait fini son travail, mangé un déjeuner traiteur composé d'un bœuf bourguignon mijoté et d'une salade de saison, et avait même réussi une sieste réparatrice de 20 minutes. La copilote entra dans la cabine. Docteur Moreau, nous commençons notre descente vers la vallée de la Loire. Nous devrions être au sol dans environ 25 minutes. La voiture que vous avez demandée est confirmée et vous attendra sur le tarmac. Merci, dit Stéphane, rassemblant ses papiers. Il se sentait reposé, vif et plus préparé qu'il ne l'avait jamais été. Il regarda par le hublot le patchwork du paysage français se déroulant en dessous. Il avait transformé un moment de profond manque de respect en une opportunité. Il n'avait pas seulement sauvé son emploi du temps, il l'avait amélioré. Il atterrit à 13h15. Une élégante Renault 4 noire, parfaitement restaurée et choisie pour son charme rustique adapté à la région, l'attendait à quelques mètres de l'avion. Sa mallette fut transférée. Il serra la main des pilotes et, 2 minutes après l'atterrissage, il était sur la route de campagne, se dirigeant vers le village. La grande maison de campagne d'Omnicorp n'était qu'à 10 minutes de route. Il arriva à 13h35, avec 25 minutes d'avance. Il utilisa ce temps dans le hall au sol en tomates anciennes pour visiter les toilettes, se laver le visage et enfiler la chemise de rechange qu'il gardait toujours emballée dans sa mallette. Quand il émergea, la tache de café et de croissant avait disparu. Il avait l'air frais, calme et totalement en contrôle. La réceptionniste l'accueillit chaleureusement, et il fut conduit vers un salon d'attente privé. À 13h55, la vice-présidente senior qu'il devait rencontrer, une femme nommée Catherine, vint l'accueillir. « Stéphane, quel plaisir de vous voir. J'ai entendu dire que vous aviez eu des soucis de voyage. » Stéphane sourit d'un sourire calme et confiant. « Rien que je ne puisse gérer. On y va ?» Ils marchèrent vers le lieu de la réunion, un bistrot privé élégant situé dans l'enceinte de la propriété. Alors qu'ils marchaient, le téléphone de Stéphane vibra. C'était un texto de Chloé, Global Airways 715 dérouté vers Limoges, actuellement au sol. Les passagers sont transférés vers la gare de Limoges-Bénédictin pour prendre un TER, aucun bus disponible. Nouvelle heure d'arrivée estimée, 17h30. Stéphane s'autorisa un petit sourire privé. Ce n'était pas seulement qu'il avait gagné la course. L'autre équipe n'avait même pas fini le premier tour. Il rangea son téléphone et entra dans le bistrot, prêt à réclamer son prix. Le bistrot d'Omnicorp offrait une vue panoramique sur les vignobles environnants. L'atmosphère était formelle, les enjeux immenses. Catherine et 2 autres cadres d'Omnicorp étaient présents. La chaise en bout de table réservée à Jean-Pierre Chesne était ostensiblement vide. Nous espérions que Jean-Pierre serait là, commença Catherine, une pointe d'inquiétude dans la voix. Il était sur un vol qui semble avoir été considérablement retardé. Oui, je suis au courant, dit Stéphane avec fluidité, prenant sa place. Mais les affaires n'attendent pas le contrôle aérien. Je sais que votre temps est précieux, donc avec votre permission, je suis prêt à commencer. Je serai heureux de briefer personnellement Monsieur Chesne sur ce qu'il a manqué à son arrivée.
Les cadres furent visiblement impressionnés par sa proactivité. Il n'avait pas utilisé l'absence d'un actionnaire clé comme excuse pour reporter. Il avait pris l'initiative. Pendant l'heure et demie suivante, Stéphane livra une masterclass. Il ne présenta pas seulement des données. Il tissa un récit captivant d'innovation, de potentiel de marché et d'impact humain. Il connaissait chaque chiffre, anticipait chaque question et répondait avec un mélange de connaissances techniques profondes et de passion palpable. Il ne vendait pas un produit. Il les invitait à être partenaires pour changer le monde. Alors qu'il concluait ses derniers points sur la synergie des revenus projetés sur 5 ans, il vit du mouvement à travers les vitres du bistrot. Un grand groupe de voyageurs fatigués et ébouriffés était conduit à travers la cour. C'étaient les passagers du TER, affrétés à la hâte depuis la gare de Limoges-Bénédictin pour acheminer les gens jusqu'au village après que leur vol eût atterri loin de la destination. Et parmi eux se trouvait Jean-Pierre Chêne. Il était descendu du train épuisé et frustré, et était accueilli par un membre du personnel d'Omnicorp lorsque ses yeux dérivèrent vers le bistrot exécutif. Il s'arrêta net. À travers la vitre, il le vit, Stéphane Moreau debout en tête de la table, non pas dans une chemise tachée de café, mais dans une chemise impeccable. Il n'était ni agité ni en retard. Il était là, aux commandes, pointant une diapositive sur l'écran. Il avait l'air de posséder la pièce. L'épuisement de Jean-Pierre Chêne fut remplacé par un sentiment lent et naissant d'admiration. Il regarda Catherine et les autres cadres hocher la tête en signe d'accord, leurs visages illuminés d'enthousiasme. Il vit Catherine rire à une remarque de Stéphane, puis se lever et lui tendre la main. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il savait exactement ce qui se passait. Stéphane Moreau n'avait pas seulement réussi à venir à la réunion. Il était arrivé des heures plus tôt et était en train de conclure l'affaire sans même qu'il soit là. Plusieurs autres passagers du G715, y compris l'homme qui avait filmé l'incident à la porte, virent aussi la scène. Une vague de murmures parcourut le groupe. C'est le gars qu'ils ont viré du vol? Comment diable est-il arrivé ici? L'homme avec le téléphone le leva presque instinctivement et prit une photo, un cliché parfait à travers la vitre de Stéphane Moreau serrant la main des cadres d'Omnicorp. Une image triomphante de succès sur fond de leur propre cauchemar de voyage. Stéphane conclut la réunion, serra des mains et rangea sa mallette. L'accord n'était pas signé, mais les engagements verbaux étaient en béton. Il avait gagné. En sortant du bistrot, il tomba nez à nez avec Jean-Pierre Chêne. Jean-Pierre le regarda, un lent sourire s'étalant sur son visage. Il secoua simplement la tête en signe d'admiration. « Stéphane, dit-il, la voix pleine de respect. Vous devez me dire comment vous avez fait ça. » J'ai trouvé une compagnie aérienne plus fiable, répondit Stéphane avec un léger sourire. Ce soir-là, dans sa suite d'un hôtel de luxe local, Stéphane Moreau s'assit enfin et composa un message. Il ne déversa ni rage ni colère. Il fut précis et factuel. Il ouvrit son ordinateur portable, se connecta à X, anciennement Twitter, et écrivit un post. Il ne joignit aucune photo, aucune vidéo, juste des mots. Prévu sur le vol Global Airways G715 de CDG vers la Loire pour une réunion critique. L'agent d'escale Sandrine à la porte B23 a refusé l'embarquement, m'accusant d'être ivre et belligérant après qu'un étranger a renversé un croissant et un café sur moi. J'ai raté mon vol. Heureusement, NetJet offre un service plus professionnel et m'a amené à ma réunion à l'heure. Les affaires consistent à résoudre des problèmes, pas à en créer. Voléant étant noir service client déplorable. Il cliqua sur « Publier ». Le poste était un caillou numérique, et il venait de le jeter dans le vaste océan d'Internet. Il ne se doutait pas qu'il allait déclencher un tsunami. Le poste fut mis en ligne à 19h. Pendant la première heure, ce fut calme, gagnant quelques likes et retweets de la modeste audience de Stéphane dans l'industrie biotech. Puis quelqu'un avec une coche bleue, un journaliste tech bien connu, le vit et le retweeta avec le commentaire « C'est le docteur Stéphane Moreau, PDG d'Oragen, l'un des esprits les plus respectés de la biotech. Et @Global Airways, vous avez un gros problème. » C'est là que le barrage céda. L'homme qui avait filmé l'incident à la porte vit le post devenir tendance. Il répondit directement au retweet du journaliste. J'y étais. J'ai tout vu. L'homme était un parfait gentleman. L'agent était en plein abus de pouvoir. J'ai la vidéo. Il téléchargea le clip de 2 minutes. La vidéo était accablante.
Elle montrait Stéphane calme et composé, demandant un superviseur tandis que la voix de Sandrine pouvait être entendue, forte et accusatrice. Elle capturait son renvoi de Jean-Pierre Chêne. C'était un enregistrement clair et impartial de l'événement, et il corroborait complètement le récit de Stéphane. Au matin, l'histoire était partout. Sandrine l'agent d'escale, et, les cieux des préjugés, étaient en tendance mondiale. Les grands médias, Le Monde, Le Figaro, CNN, reprirent l'histoire. C'était la tempête virale parfaite, un cas clair de biais racial, un récit de David contre Goliath, et l'ultime intrigue secondaire de revanche en jet privé. La photo prise à travers la fenêtre du bistrot devint l'image iconique de l'histoire, étalée sur les sites d'actualité et les émissions du matin. Global Airways fut englouti dans une tempête de relations publiques. Leurs réseaux sociaux furent inondés d'indignation. Le cours de leur action vacilla, chutant de plusieurs points. Le siège social entra en mode crise totale. La première réponse officielle fut un désastre standard, Global Airways s'engage pour la diversité et l'inclusion. Nous enquêtons sur l'incident. Le public s'en moqua impitoyablement. La pression monta à l'intérieur de l'entreprise. L'enquête fut rapide et brutale. Ils visionnèrent les images de sécurité de la porte qui avait l'audio. Ils interrogèrent Nicolas, le superviseur, qui craignant pour son propre poste, jeta Sandrine sous le bus complètement. Ils virent les commentaires publics de Jean-Pierre Chêne, membre du conseil d'Omnicorp et voyageur au statut élite très apprécié, qui avait publiquement confirmé la version de Stéphane. Pour Sandrine, son monde s'effondra en moins de 24 heures. Elle arriva pour son service du matin pour se trouver interceptée par 2 cadres des RH au visage sévère et le chef des opérations de CDG. Elle fut conduite dans une pièce sans fenêtre. Ils ne demandèrent pas sa version de l'histoire. Ils ne la voulaient pas. Elle était un passif, un cauchemar de relations publiques fait cher. Sandrine, nous mettons fin à votre emploi chez Global Airways avec effet immédiat, dit le directeur des RH, sa voix dénuée de toute émotion. Sandrine était stupéfaite. Mais je suivais la procédure. Il était agressif. Il sentait l'alcool. Les images vidéo, tant de la sécurité de l'aéroport que d'un passager, montrent que vous étiez l'agresseur, Sandrine, dit le directeur froidement. Et de multiples témoins, y compris le passager lui-même, déclarent que c'était du café. Vous avez commis une grave erreur de jugement qui a entraîné des dommages catastrophiques pour l'image de cette compagnie. Une erreur ? Je suis ici depuis 30 ans, protesta-t-elle, sa voix se brisant. J'ai un dossier parfait. Votre dossier n'est plus pertinent. Veuillez récupérer vos effets personnels dans votre casier. La sécurité vous escortera hors des locaux. Elle fut virée, juste comme ça. 30 ans de service, à gérer des passagers indisciplinés et à naviguer dans les horaires ingrats des fêtes, anéantis en un instant. Alors qu'on la raccompagnait hors du terminal, une paria dans l'endroit qu'elle avait autrefois gouverné, elle vit son propre visage sur l'un des écrans d'information du terminal. Elle était la méchante dans une histoire mondiale. Les semaines qui suivirent furent une descente aux enfers privés. Son nom et son visage étaient partout. Elle fut doxée en ligne. Elle reçut des menaces. Les amis arrêtèrent d'appeler. Les voisins traversaient la rue pour l'éviter. Elle essaya de trouver un autre emploi dans l'industrie aérienne, mais elle était radioactive. Personne ne voulait la toucher. Le prénom Sandrine était désormais synonyme de racisme ordinaire. Elle s'enfonça dans un ressentiment amer. Dans son esprit, elle était la victime. Elle avait fait son travail. Le docteur Moreau, avec son costume chic et son jet privé, était le symbole d'un monde d'élite qu'elle méprisait. Il avait utilisé son pouvoir et sa richesse pour la ruiner, elle, une simple femme de la classe ouvrière. Elle ne considéra pas une seule fois que l'acte initial de préjugé, la petite graine laide de sa propre fabrication, était la véritable racine de sa chute. Elle avait détenu une infime quantité de pouvoir à cette porte, et elle l'avait utilisé pour humilier un homme qui, selon elle, n'était pas à sa place. Maintenant, les conséquences de cet acte l'avaient dépouillée de tout. 3 ans sont à la fois une éternité et un battement de cils. En ce temps, les trajectoires de Stéphane Moreau et de Sandrine, mises en mouvement par une confrontation de 10 minutes à une porte d'aéroport, avaient divergé si dramatiquement qu'ils auraient aussi bien pu vivre dans des univers différents. Pour Stéphane Moreau, l'univers était en constante expansion. Le partenariat Omnicorp avait été la rampe de lancement.
Oragen Innovation, autrefois un candidat prometteur, était maintenant le titan incontesté de l'industrie biotech. Un article de couverture dans un grand magazine économique présentait une photo de lui dans l'un de ses laboratoires, manches retroussées, avec le titre « L'homme qui guérit les gènes, comment Stéphane Moreau a transformé un cauchemar de voyage en triomphe d'1 milliard ». L'article racontait brièvement l'incident de Global Airways, le cadrant non pas comme une histoire de discrimination, mais comme un témoignage de sa résilience et de son génie à résoudre les problèmes. Sa légende avait grandi au-delà de son contrôle, poli en une parabole pour le monde des affaires modernes. Mais l'événement avait laissé une marque plus profonde et plus privée sur lui. L'impuissance brute qu'il avait ressentie, la piqûre d'être jugé et rejeté sur la base d'un stéréotype, avait solidifié une résolution tranquille en lui. Il versa une partie significative de sa nouvelle richesse et des bénéfices de son entreprise dans la création de la Fondation Moreau. Sa mission était simple et directe, agir comme un pont sur l'abîme financier qui séparait la technologie médicale vitale des gens qui en avaient désespérément besoin. La Fondation devint sa passion, un moyen d'exercer son immense pouvoir, non pas pour la vengeance, mais pour la restauration. Pour Sandrine, l'univers était en constante contraction. Après avoir été licenciée, son monde s'était rétréci à une vitesse terrifiante. La honte publique l'avait rendue inemployable dans tout domaine où un badge était requis. Ses 30 années d'expérience aérienne ne valaient rien. Les amis du travail, ceux avec qui elle partageait les potins de la salle de pause, s'étaient volatilisés. Ses économies s'évaporèrent en un an, consumées par les factures et le coût de la vie rongeant. La banque saisit sa modeste maison en banlieue parisienne, celle qu'elle avait passé 2 décennies à transformer en foyer. Humiliée et vaincue, elle emménagea avec sa fille Manon, une mère célibataire qui travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Elles s'entassèrent dans un petit appartement de 2 pièces dans un immeuble délabré. Le son constant des sirènes remplaçait le calme suburbain auquel elle était habituée. Le nouveau travail de Sandrine était caissière dans un immense supermarché discount, type Lidl ou Aldi. C'était un monde de lumière fluorescente qui bourdonnait et clignotait, le bip incessant de son scanner et l'odeur de javel et de fruits trop mûrs. Elle restait debout 8 heures par jour, ses pieds et son dos douloureux, ses interactions réduites à un script monotone. Avez-vous tout trouvé? Carte ou espèce? Celle qui avait autrefois détenu le pouvoir de décider du sort du voyage d'une personne était maintenant invisible. Un rouage dans une machine, son visage un masque d'indifférence lasse. L'amertume était un cancer dans son âme. Elle voyait parfois le visage de Stéphane Moreau sur un magazine à sa propre caisse, et une rage acide et brûlante s'allumait dans sa poitrine. Il était le symbole de tout ce qu'elle avait perdu. L'architecte de sa ruine. Le centre de son monde rétréci, la seule source de joie intacte, était sa petite fille, Léa. À 6 ans, Léa était un tourbillon d'énergie vive, tout en sourire édenté et genoux écorchés. Elle était la raison pour laquelle Sandrine se traînait hors du lit chaque matin. Le cauchemar commença subtilement, un tremblement dans la main de Léa alors qu'elle essayait de colorier, un trébuchement soudain dans le couloir qui fut mis sur le compte de la maladresse. Puis vinrent les maux de tête et une terreur nocturne qui culmina en une terrifiante crise convulsive généralisée. Les mois qui suivirent furent un flou de couloirs stériles, de jargon médical déroutant et de l'agonisante peur de l'inconnu. Elles furent ballottées de pédiatres en neurologues, soumises à une batterie de tests, IRM, EEG, ponction lombaire, chacun revenant non concluant. Chacun approfondissant les ombres de la peur autour de leur famille. Finalement, elles atterrirent dans le bureau du docteur Matthews, un neurologue pédiatrique renommé à l'hôpital Necker. C'était un homme aimable aux yeux tristes, et il les assit dans une pièce remplie d'un silence qui semblait plus lourd que le son. Il étala les dossiers de Léa sur son bureau, prit une profonde inspiration et porta le coup. Le séquençage génétique l'a confirmé, dit-il, la voix douce. Léa a le syndrome de Staffé. Le nom ne signifiait rien pour elle, mais le ton du médecin leur disait tout. Il expliqua que c'était une maladie neurodégénérative extrêmement rare et agressive. Elle priverait progressivement Léa de sa motricité, de ses fonctions cognitives, de son être même. Le pronostic était brutal et sans équivoque. Il n'y avait pas de remède. Manon s'effondra dans une crise de sanglots silencieux et déchirants, son corps tremblant. Sandrine resta figée, une statue de glace, les mots du médecin résonnant dans la vaste caverne vide de son choc. C'était une condamnation à mort. Il y a. Continua le docteur Matthews en se penchant en avant. Une dernière chose. Ce n'est pas un remède techniquement, mais une nouvelle thérapie génique.
Elle vient de terminer ses essais cliniques de phase 3, et les résultats, franchement, sont miraculeux. Elle utilise un virus modifié pour délivrer une copie correcte du gène défectueux directement dans les cellules du patient. Cela semble arrêter complètement la progression de la maladie. Un seul mot désespéré s'échappa des lèvres de Manon. Comment? C'est un traitement appelé AG441, dit le médecin en regardant ses notes. Il est fabriqué par une entreprise appelée Auragen Innovation. Le nom frappa Sandrine avec la force d'une agression physique. Il aspira l'air de ses poumons, et pendant un moment, la pièce vacilla. Auragen. Le nom des magazines, la source de sa fortune, l'entreprise construite sur le succès de l'accord pour lequel il volait quand elle l'avait chassé de sa porte. La cruauté cosmique de la chose était si profonde, si absolue, qu'elle faillit rire. Bien sûr, de toutes les entreprises au monde, il fallait que ce soit la sienne. La lueur d'espoir fut presque immédiatement éteinte par la partie suivante de l'explication du médecin. Le traitement impliquait une perfusion unique, une procédure complexe et délicate. Le coût dépassait largement le million d'euros. Leur assurance, bien sûr, considérait cela comme expérimental et refusait de couvrir les frais. Le désespoir qui suivit fut un brouillard épais et suffocant. Manon passait ses nuits sur le canapé usé de l'appartement, baigné dans la lueur bleue d'un écran d'ordinateur portable, parcourant frénétiquement les forums médicaux, les groupes de défense des patients et les sites caritatifs, chassant le moindre murmure d'aide financière. Sandrine la regardait, son propre cœur un poids mort dans sa poitrine, convaincue que c'était sans espoir. Puis une nuit, près de minuit, Manon laissa échapper un halètement aigu. « Maman !» chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Maman, regarde !» Sandrine traîna les pieds jusqu'à elle. Sur l'écran se trouvait un site web élégant et professionnel. En haut, un logo simple, la Fondation Moreau. La déclaration de mission était juste sur la page d'accueil, fondée sur le principe qu'aucune personne ne devrait se voir refuser une chance de vivre en raison du coût de l'innovation. La Fondation Moreau accorde des subventions financières complètes aux patients cherchant à accéder aux thérapies géniques avancées d'Auragen. Sandrine fixa l'écran, la photo professionnelle et souriante de Stéphane Moreau sur la page du message du fondateur. C'était un piège. Une humiliation finale et exquise conçue par l'univers juste pour elle. On doit postuler, dit Manon, des larmes d'espoir coulant sur son visage. C'est ça. C'est notre chance. Non. Sandrine prononça le mot comme un croassement brut. Sa fierté, le dernier lambeau déchiqueté de son ancien moi, s'enflamma. Absolument pas. Je ne le ferai pas. Je préférerais mourir plutôt que d'aller mendier auprès de cet homme. Il ne s'agit pas de toi. Répliqua Manon, son désespoir se transformant en colère. Elle se leva, sa petite silhouette irradiant une puissance maternelle féroce. Il ne s'agit pas de ta fierté ou de ton passé ou de ce qui s'est passé entre vous deux. Il s'agit de Léa. Elle est en train de mourir, maman. Regarde-la. Elle pointa du doigt la petite chambre où Léa dormait, sa respiration superficielle. Vas-tu vraiment la laisser mourir parce que tu es trop fier pour demander de l'aide à la seule personne sur Terre qui peut la donner? La question resta suspendue dans l'air, brutale et sans réponse. Sandrine regarda du visage en pleurs et furieux de sa fille à la porte de la chambre derrière laquelle sa petite fille s'éteignait. Le combat la quitta, remplacé par une honte froide et creuse. Manon avait raison. Ce n'était plus à propos d'elle. Une semaine plus tard, elles reçurent un email. Leur demande avait été traitée en priorité. On leur accordait un examen de dossier en personne. Sandrine mit ses meilleurs vêtements, un chemisier délavé et un manteau en polyester usé, et prit le métro pour se rendre dans le centre de Paris avec sa fille. Elles s'assirent dans la salle d'attente silencieuse et opulente de la Fondation, un endroit qui sentait l'argent et le succès. Sandrine se sentait comme une impostrice, une mendiante aux portes du palais. La voix de l'assistante fut polie lorsqu'elle les appela. Le conseil d'examen va vous recevoir maintenant. Le cœur de Sandrine martelait contre ses côtes. Ses mains étaient froides et moites de sueur. Elle marcha derrière Manon le long d'un couloir moquetté jusqu'à une lourde porte en chêne. Elles entrèrent. C'était une salle de conférence dominée par une longue table polie. 2 personnes, un homme et une femme en tenue professionnelle, étaient assises d'un côté. Au centre, en tête de table, était assis le docteur Stéphane Moreau. Il leva les yeux de l'épais dossier devant lui.
Le dossier avec une photo de classe souriante de sa petite fille agrafée sur la couverture. Ses yeux calmes et concentrés rencontrèrent ceux de Sandrine. Pendant une brève seconde, il ne vit rien de plus qu'une femme nerveuse et désespérée. Puis ses yeux se plissèrent légèrement. Une lueur de quelque chose au fond de sa mémoire s'agita. C'était un homme qui n'oubliait jamais un visage, surtout un qui était lié à un moment d'une signification profonde. Il la regarda vraiment, la ligne familière de la mâchoire, les traits sévères autour de sa bouche maintenant creusés par les épreuves, et en l'espace d'un battement de cœur, il sut. La porte. L'accusation. Sandrine. Le masque professionnel tomba de son visage, remplacé par un air de reconnaissance absolue et stupéfaite. L'air dans la pièce devint chargé, épais du poids inexprimé de leur passé commun. La femme qui avait essayé de ruiner son avenir était maintenant assise devant lui. La vie de sa petite fille reposant entièrement entre ses mains. Cette histoire n'était pas seulement celle d'un jet privé ou d'un vol manqué. C'était l'histoire de la nature silencieuse et insidieuse des préjugés et des effets d'entraînement profond d'une seule action irréfléchie. Le voyage de Stéphane Moreau n'était pas celui d'une simple vengeance, mais de la reconquête de sa dignité et du refus d'être défini par la bigoterie de quelqu'un d'autre. Le karma ultime pour Sandrine n'était pas de perdre son emploi ou sa réputation. C'était d'être forcée de confronter l'humanité de l'homme qu'elle avait déshumanisé et de dépendre de sa grâce pour la vie de quelqu'un qu'elle aimait. C'est un rappel puissant que nos choix, grands et petits, créent le monde dans lequel nous vivons. Et le vrai caractère se révèle non pas dans la façon dont nous traitons nos amis, mais dans la façon dont nous répondons à nos ennemis. Si cette histoire a résonné en vous et que vous croyez au pouvoir de la dignité et de la persévérance, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui comptent. Et dites-nous dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à la place du docteur Moreau?